Affaire Ravalmanan, les informations sont aussi nombreuses que confuses et embrouillées. Jean-Marc Koumba et 4 agents de l'ACM sont impliqués dans l'affaire de l'entrée subreptice de Marc Ravalmanan à Madagascar. Leur famille dénonce devant la presse des faux témoignages et un procès politique. Après le limogeage de l'ancien ministre de l'Énergie Fienena Richard, il y a un mois, l'État a installé 2 nouveaux matériels dans la ville de Tuamasin pour mettre fin au délestage. Le fiasco est total, le phénomène a empiré. De violentes échauffourées ont éclaté hier soir dans la ville américaine de Ferguson après la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc qui avait abattu cet été un jeune noir non armé. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. L'affaire Marc Ravalmanan, personne ne sait plus de quoi cette affaire retourne et les informations sont aussi nombreuses que confuses et embrouillées, voire contradictoires. Jean-Marc Koumba, un ancien membre de la garde rapprochée de l'ex-président et 4 agents de l'aviation civile de Madagascar sont impliqués dans l'affaire de l'entrée subreptice de Marc Ravalmanan à Madagascar. Leur famille dénonce devant la presse des faux témoignages et un procès politique. Reportage. Jean-Marc Koumba a été arrêté il y a un mois, le 24 octobre. Jusqu'à ce jour, il est inculpé de complicité dans l'entrée subreptice de Marc Ravalmanan, ancien président de la République, au pays. Selon sa famille, les stipulations de la loi n'ont pas été respectées dans son arrestation. Des témoins de bonne foi n'ont pas été entendus et des personnes mal intentionnées ont été poussées à charger au maximum Jean-Marc Koumba. 4 agents de l'ACM ou aviation civile de Madagascar, affectés à l'aérodrome d'Intirabé, sont aussi présumés compromis dans cet imbroglio judiciaire. Poursuivis au début dans le cadre d'une plainte déposée par l'ACM, ils sont maintenant pris au piège d'un procès politique selon leur famille. Jusqu'ici, les familles des 5 prisonniers détenus à Intiranan n'ont aucune nouvelle sur leur sort. Par ailleurs, la procédure judiciaire semble marquer le pas. Quel objectif poursuit l'État par leur incarcération? Il semblerait aussi que leur affaire trouvait sa solution dans le cadre de la démarche de réconciliation nationale. Les 3 avocats prévus assister Marc Ravalmanan lors de son audition viennent de rentrer à Antananarivo. La procédure judiciaire connaît donc son énième interruption. Il ne reste plus que 60 jours avant la date butoir de la mise en place de la Haute Cour de justice. Même si les élections communales tardent, cela ne fera pas obstacle dans la mise en place de cette institution. L'absence de cette institution, par contre, pourra être un motif d'empêchement si la date butoir n'est pas respectée. 2 tiers des députés ont le droit de déposer une demande d'empêchement du président de la République si la Haute Cour de justice n'est pas mise en place avant le 25 janvier prochain. Selon la Constitution, dans son article 136, la Haute Cour de justice est constituée de 11 membres, dont 5 magistrats, 2 députés suppléants et permanents, 2 sénateurs ainsi que 2 membres émanants du Haut Conseil pour le sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit. Ces 2 dernières institutions qui n'ont pas encore vu le jour jusqu'à présent. Les bruits courent aussi que tous les processus pour la mise en place de la Haute Cour de justice est déjà en cours, ce qui veut dire que ce processus va encore être fait en marge des règles comme dans la mise en place de la HCC et l'élection du président de cette institution. Interrogée sur la question, Noéline Ramanatenassou, ministre de la Justice, a entretenu le flou. La Haute Cour de justice n'est pas la seule institution que la 4e République omet sciemment d'installer. Serait-ce un mépris délibéré de la Constitution ? Les bruits ont couru qu'une partie des dalles repentis seront dirigées sur Antananarivo. La gendarmerie nationale n'a pas encore confirmé, mais selon les rumeurs, autour de 2000 d'entre eux vont témoigner de leur conversion dans la capitale. Mais par ailleurs, les attaques et la vindicte populaire prennent de l'ampleur ces derniers temps dans la région d'Anjoui. L'insécurité règne. Rien qu'hier, un chef de dalle a été capturé par les Ingemas Puknoul dans la commune rurale d'Intanmour. Selon les explications de la gendarmerie locale, l'homme a été brûlé vif par la population locale avec 7 pneus.
Le ministre des Finances et du Budget, Jean Razaf Javoun, n'a pas réagi sur les questions des journalistes concernant le délestage. Le problème est lié à l'approvisionnement en carburant pour faire tourner les générateurs de la Jirama. Les mesures financières proposées par l'État restent floues. Lili Rabiata. L'Union européenne vient d'octroyer une enveloppe de 249,6 milliards d'ariars, soit 70 millions d'euros à l'État malgache. Mais cette subvention ne servira pas à résoudre le problème du délestage. Elle sera allouée à la relance économique du pays. L'État n'a-t-il pas les moyens financiers nécessaires pour résoudre le problème énergétique, pourtant garant de la relance économique? À titre de rappel, l'État doit annuellement subventionner la Jirama par centaines de milliards d'ariars. La convention de coopération signée aujourd'hui met en exergue la bonne gouvernance et la transparence de la gestion des finances publiques. Et puisque nous avons évoqué le délestage après le limogeage de l'ancien ministre de l'Énergie, Fienena Richard, il y a un mois, l'État a installé de nouveaux matériels dans la ville de Tuamasin pour mettre fin au délestage. Le fiasco est total, le phénomène a empiré. L'État devrait envisager une autre solution, comme l'utilisation d'autres énergies pour en finir à ce problème du siècle. C'est un reportage que vous allez suivre. Tuamasin a bénéficié la semaine dernière de nouveaux matériels pour mettre fin au délestage. D'après les informations locales, cela n'a rien changé. Les coupures d'électricité ont gagné en ampleur, voire empiré. La population ne jouit plus que de 3 heures d'électricité par jour. Les matériels ne sont pas vétustes, mais sur l'approvisionnement en carburant. Son prix du carburant reste le principal problème. Plusieurs solutions techniques ont été avancées pour résoudre ce problème de délestage. À titre de rappel, 14,26% des dettes de la Jirama auprès des fournisseurs de carburant ont été payées par le budget de l'État. Des dettes d'une somme de 30 807 milliards d'ariars. Le changement du gazole en fioul lourd a été également fait afin de diminuer les prix de kilowattheure nécessaires. L'État devrait procéder aux solutions durables comme l'utilisation d'énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne, hydraulique ou photovoltaïque. Le délestage sévit presque dans toutes les régions de Madagascar. La province de Toliara est la plus atteinte avec 20 heures sur 24 de coupure d'électricité contre 6 heures à Antananarivo. Un mois avant la fête de Noël, la commune urbaine d'Antananarivo n'a pas encore pris de disposition. À part le traditionnel bazar de Noël, le sort des marchands ambulants reste dans le flou. C'est un reportage de Michel Arnardson. Le bazar de Noël 2014 à Mahamas n'attend plus de 2000 marchands dont les lieux de vente ne sont pas encore fixés. Comme chaque année, il durera 15 jours à partir du 15 décembre prochain jusqu'au 1er janvier 2015. L'inscription se fera à la commune urbaine d'Antananarivo. Elle coûtera 5000 ariars et le ticket sera à 1000 ariars par jour. Le sort des marchands ambulants reste encore dans le flou. D'après les explications du responsable au sein de la commune urbaine, Radjianarivo San Augustin, les marchands ambulants devront seulement rejoindre les marchés officiels. Le prix dédié dans les marchés ne changeant pas, ils seront toujours de 300 ariars à 500 ariars. Cela dépend des produits vendus. Un mois avant la fête de Noël, les marchands envahissent les trottoirs. Jusqu'ici, rien n'a changé. L'organisation des marchés est la même que l'année dernière. Et on passe à un tout autre sujet. Le nombre d'hommes victimes de violences conjugales a grimpé jusqu'à 20% par rapport à 2013, marginalisés. Et ces cas de violence envers les hommes sont fréquents dans le Fuktan d'Indouta-Penak. Sur 49 plaintes déposées cette année, 16 concernent des hommes battus. Les procédures restent les mêmes pour les cas de violences conjugales. Olivier Djemanamaïf. Des marques de griffes au visage, cet homme est victime de violences conjugales. Ce n'est pas la première fois que José Médard Ortia se plaint auprès de son Fuktan, mais sa femme continue de l'agresser. Il confie qu'en vertu des droits de la femme, il ne lève pas la main sur la sienne. De nos jours, nombreux hommes se plaignent auprès des différentes associations d'être victimes de violences conjugales. De plus en plus témoignent de leur calvaire. Selon eux, les violences peuvent être d'ordre physique, moral, voire sexuel, comme pour
pour les femmes. Cette année, le Fuktanda Douatapenak a reçu 49 plaintes, dont 16 formulées par des hommes. La cause des disputes est pour la majorité des cas d'ordre financier. Elle se termine le plus souvent par des brutalités physiques. Le syndicat des professionnels diplômés en travail social, SPDTS, confirme d'ailleurs que cette année, le nombre de plaintes des hommes victimes de la violence a augmenté de 20% par rapport à 2013. Selon les sources policières, les sanctions sont les mêmes pour les hommes et les femmes coupables de violence. Et maintenant, place aux actualités internationales. En France, les prix des carburants à la pompe ont atteint leur niveau le plus bas depuis décembre 2010. Une chute qui s'explique par le ralentissement économique mondial et qui devrait peser sur la demande, notamment de pays gros consommateurs comme la Chine, mais aussi par l'offre qui s'avère plus abondante que prévu sous l'effet du boom du pétrole de schiste aux États-Unis. La production américaine a bondi de 4,9 millions à 8,6 millions de barils par jour depuis 2008 et les experts prévoient une poursuite de la tendance. La hausse du dollar face à l'euro a aussi joué un rôle. Et c'est un reportage de France 24. Des prix avantageux à la pompe, une bonne nouvelle pour les automobilistes, mais pas pour les pays producteurs de pétrole. Depuis juin, le prix du baril a baissé de 30% à moins de $80. L'Algérie ou la Russie, qui dépendent de l'exportation du pétrole, sont obligés de réviser leurs prévisions économiques. Car pendant que l'offre du pétrole augmente, la demande est en baisse. Il y a un véritable ralentissement de la croissance en Chine, prouvé par la baisse des taux. Il y a un ralentissement au Japon ainsi qu'en Europe. Et donc, il y a plusieurs facteurs dans la demande énergétique mondiale qui pourraient peser plus lourd que le prix que fixe ou non l'OPEP. Jusqu'à présent, l'Arabie saoudite laisse agir le marché. La Russie soupçonne Riyad de s'être entendu avec Washington pour faire baisser le cours du pétrole et affaiblir l'économie russe. D'autres, au contraire, y voient une stratégie saoudienne pour gêner la production de gaz et de pétrole de schiste aux États-Unis. Face à la compétition, pas sûr que les membres de l'OPEP accordent leur violon. Le statu quo depuis 2009, c'est qu'ils ont gardé la production à 30 millions de barils par jour. Et je ne serais pas surpris du tout s'ils décevaient tout le monde en la maintenant à ce niveau. Un niveau qui ne freinerait pas la baisse des cours. Si l'OPEP ne coupe pas dans la production mondiale, le prix du baril pourrait plonger à $60. Pas d'inculpation. Darren Wilson, officier blanc, qui le 9 août a abattu de 6 balles Michael Brown, jeune afro-américain non armé dans la ville de Ferguson, ne sera pas inculpé selon la décision d'un grand jury populaire hier. Dès l'annonce, après 3 mois de délibération, les manifestants sont sortis dans les rues en scandant « Pas de justice, pas de paix » pour contester la décision de ces 12 personnes dont l'identité est restée secrète. France 24. Un premier magasin, puis un deuxième. Et bientôt, c'est toute cette zone commerciale qui devient le théâtre d'incendies en série. Un peu plus loin, des rangées de voitures avalées par les flammes. Même scénario dans le centre-ville où les commerces sont pillés. Plus d'une dizaine de bâtiments incendiés. La ville de Ferguson s'embrase sous la colère des manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Au milieu de la foule, la mère de Michael Brown crie son désarroi. Ils ne paient toujours pas. Ils ne paieront donc jamais. Avant l'annonce de la décision du grand jury, des centaines de personnes s'étaient déjà massées devant le tribunal. Un face-à-face avec les forces de l'ordre et une pression croissante jusqu'à l'annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Très vite, le président américain a lancé un appel au calme. Des Américains seront d'accord, d'autres profondément déçus, parfois même en colère. C'est une réaction que l'on peut comprendre. Mais je me joins aux parents de Michael qui ont appelé tous ceux qui contestent la décision à le faire de manière pacifique. C'est après 3 mois de délibération que les 12 jurés populaires chargés d'examiner l'affaire ont tranché. Aucune charge ne sera retenue contre le policier à l'origine de la mort de Michael Brown. Pour le procureur du comté de Saint-Louis, le devoir du grand jury était de séparer les faits de la fiction. Des faits qui remontent au 9 août dernier.
Après avoir volé une boîte de cigares dans une supérette, Michael Brown, 18 ans, est abattu en plein jour dans une rue de Ferguson. Au moins 6 balles. Lui n'était pas armé. Son corps avait été laissé à la vue des passants pendant plusieurs heures. Pour la population noire, une marque supplémentaire du mépris des forces de l'ordre, majoritairement blanches. Pendant plusieurs semaines, la ville avait été le théâtre de violentes émeutes. Et je vous rappelle donc les grands points développés dans ce journal. L'affaire Ravalomanan, personne ne sait plus de quoi cette affaire retourne. Les informations sont aussi nombreuses que confuses et embrouillées, voire contradictoires. Il ne reste plus que 60 jours avant la date butoir de la mise en place de la Haute Cour de justice. L'absence de cette institution pourra être un motif d'empêchement si la date butoir n'est pas respectée. Et enfin, les bruits qui courent ont couru qu'une partie des dalles repenties seront dirigées sur Antananarivo. La gendarmerie nationale n'a pas encore confirmé, mais voilà, selon les rumeurs, autour de 2000 d'entre eux vont témoigner de leur conversion dans la capitale. Et si vous n'avez pas pu suivre ce journal depuis le début, sachez que le journal en version française est accessible sur tv.cool.mg. Dans un instant après ce journal, vous suivrez l'émission Carols, puis la série Perception, et enfin 2 films dont The November Man. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention, de votre fidélité à Cool TV. Prochain rendez-vous de l'information demain à 20h45. Très belle soirée à tous. Au revoir.